présente Claire, mais je vais le faire quand même. Donc, Claire, elle est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Nîmes et chargée de la mission culture. Et pour avoir moi-même exercé ces fonctions-là avec un degré de plus et qui était beaucoup plus confortable à la j'étais vice-présidente, je sais à quel point c'est remarquable de réussir à faire tout ce qu'elle fait en même temps. Moi, j'avais la chance d'avoir une décharge, une vraie décharge. Et pour autant, je trouvais la vie très difficile, donc voilà. Tu m'impressionnes. Elle est autrice de très nombreux articles sur les séries télévisées, directrice de publication d'ouvrages collectifs, et elle a particulièrement, tout récemment, publié un ouvrage remarquable, Sérialité, transmédialité, infinie, des fictions contemporaines, chez Honoré Champion, rien moins qu'Honoré Champion, en 2018. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur les lettres de noblesse de l'analyse de séries télévisées, et cette publication-là, particulièrement, y a beaucoup contribué. Voilà. Bon, mais c'est important, j'ai un petit côté militant quand même, vous avez bien remarqué. Avec l'âge, je me censure un peu moins, je dis plus ce que je pense de plein de choses. Et Claire va nous parler donc, du motif de la trace Lighthouse. Merci beaucoup Delphine. Alors, donc mes camarades ici présents savent que mon obsession c'est la question de la narration et notamment des éléments de structure qui sont porteurs de sens et porteurs de récits au-delà, on va dire, des événements qui se produisent. Donc là, c'est ce qui m'a intéressé en fait dans Lighthouse parce que ce qui m'a obsédé quand j'ai vu l'épisode, c'est que j'ai vu des traces partout en fait. Et il m'a semblé qu'en fait tout passait par ce motif-là. Donc je vais essayer d'en parler. Vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qui ont déjà été évoqués dans les communications précédentes, mais je vais hopefully essayer de les articuler d'une manière un petit peu différente. Alors, les épisodes de Lost sont souvent structurés autour d'un thème, on le sait bien, qui vient relier généralement la trame narrative principale avec celle des flashbacks, ou des flash-forward, ou des flash-sideways. Par exemple, dans Lighthouse, c'est bien sûr la question notamment du rapport père-fils, qui est intrinsèquement lié au personnage de Jack. Mais ce qui structure les épisodes, c'est aussi souvent un thème plus au sens musical du terme, c'est-à-dire un motif. Il me semble que The Lighthouse s'articule autour du motif de la trace, qui va être récurrent dans les deux lignes narratives, parce que finalement ce qui se joue dans l'épisode, c'est une sorte de variation autour de la question de la spectralité. À mon sens. Donc vous allez voir que l'épisode est complètement saturé de traces qui prennent diverses formes et qui nous amènent à lire l'épisode d'une certaine façon en fonction justement de ces motifs. Alors du coup, ce qui m'intéresse ici, c'est comment donc on raconte une histoire, non pas par l'articulation d'événements, mais par la construction plus figurale d'un écho entre des motifs. Alors on pourrait presque dire que c'est justement un mode de narration spectral. Et de manière générale, dans Lost, il y a quelque chose de cet ordre toujours, parce que, en fait, la construction des épisodes est faite autour justement des flashbacks, des flash-forward, des flash-sideways. Et donc, en fait, ce qui apparaît dans le flashback hante notre vision de la ligne narrative principale et inversement. Donc on lit toujours un contenu en fonction d'un autre contenu qui vient le doubler, qui vient, et tu disais Sarah, justement tout se passe au même moment, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une superposition en fait des deux lignes qui se fait, c'est pour ça que je parle de narration spectrale. Et dans cet épisode, cette structure-là, elle est redoublée par une sorte d'économie de la trace qui vient constamment rappeler ce qui n'est pas là, et qui va être justement là, parce que la trace, le principe, c'est une présence-absence, quoi, c'est une présence de quelque chose qui est absent. Donc on a plein de traces, alors je vous en montre juste quelques-unes que je vais évoquer, mais voilà, vous avez évidemment l'écriture sur le bras de Hurley, les traces sur les murs, vous avez la trace que je commenterai sur le front de Hurley, vous avez l'écriture de Jacob, il y en a plein. Je vous montrerai quelques petits extraits, parce qu'évidemment ce dont je vais parler est assez furtif, donc ce seront juste quelques secondes à chaque fois. Alors donc dans Lighthouse, il se passe en fait assez peu de choses, mais il y a des éléments et notamment des objets qui disent beaucoup et qui vont raconter l'histoire. Et les personnages existent tous à l'état de trace dans cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a les personnages qu'on voit dans l'épisode, mais il y a plein de personnages qu'on ne voit pas, mais qui sont quand même présents dans l'épisode parce qu'il y a un objet, notamment, par exemple, qui va les représenter. Alors un objet ou justement une inscription. Donc Jacob justement est représenté par les inscriptions sur le bras de Hurley, même quand il n'est pas là. Le faux bébé de Claire dans le couffin et la trace de la présence perdue d'Aaron, etc. Et ces traces, évidemment, elles rappellent les traumatismes du passé,
disparition de l'enfant, mort d'un être cher, difficulté dans le rapport avec le père, etc. Donc ces traces explicitent les enjeux des personnages. Et en fait, si le personnage peut cacher ses angoisses ou ses désirs, ce qui se produit constamment dans Lost, les traces que le personnage laisse révèlent en fait tous les enjeux du personnage. Et en fait, tout l'épisode va se situer par rapport à toute la narration passée et en fait aussi par rapport à la narration à venir, hein, c'est ce que les autres m'ont expliqué également, parce que tous ces éléments-là vont se retrouver dans l'épisode à l'état de trace. Alors, comme souvent, le tout début de l'épisode, j'ai souvent commenté les débuts d'épisode, mais là on a vraiment un autre, nouvel exemple d'un épisode où tout se joue déjà dans les premiers éléments, et justement ça nous explique comment on va devoir lire justement l'épisode, c'est souvent comme ça, et alors qu'on n'a pas encore les éléments pour le comprendre. On voit plein d'éléments, on voit que c'est saturé de choses, mais on va le comprendre après. Donc juste quand même pour que vous vous rappeliez, je vais vous remontrer juste le tout début. Ah, c'est pas comme ça, je vais juste vous remontrer le tout début, les premières secondes. Donc regardez par rapport à cette question justement de la trace, vous allez voir, vous avez que des plans sur des objets, sur des choses qui restent, etc. Donc on commence sur les photos. La caméra se rapproche d'objets, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Et ensuite on a les traces sur le corps de Jack. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'épisode. Alors, donc l'épisode déjà s'ouvre sur les photographies qui sont les traces par excellence du passé. Évidemment, ce sont des souvenirs. Alors déjà, ce qui est intéressant dans ces photographies, c'est que ce sont des photographies, vous l'avez remarqué, du père, en fait, de Jack avec son père, et non pas de Jack notamment avec son fils, ce qu'on pourrait attendre en fait assez logiquement dans les photos de famille. Et donc déjà, en fait, dans la présence de ces photographies-là et le choix qui est fait, on voit bien la problématique. C'est-à-dire que la problématique, ça va pas être David, la problématique, ça va être Christian, en fait, et le rapport vraiment au père. D'autant qu'on remarque encore plus ces photographies parce que, vous l'avez sûrement vu, l'appartement de Jack est complètement vide. Il n'y a pas du tout de présence de sa personne, il n'y a aucune autre trace, on dirait un appartement témoin d'un magasin de déco, mais je veux dire, il n'y a rien en fait qui montre sa présence. Donc du coup, la seule présence sont les photographies. Forcément, on est amené à essayer de comprendre ce que ça représente de sa personne. Ensuite, deuxième trace, donc c'est Jack qui s'observe dans le miroir et en particulier qui regarde sa cicatrice. Alors là, on est aussi sur la trace, mais cette fois sur le corps de Jack lui-même. Et cette trace, elle est ambiguë, on l'a déjà un petit peu commenté. Alors parce que justement, pour le spectateur, elle renvoie à un passé du récit qui est celui évidemment de l'opération de l'appendicite qui avait été particulièrement dramatisée dans le récit plus tôt, mais elle renvoie aussi à un passé que l'on ne connaît pas encore, qui est le passé dans cette autre ligne du récit. Or justement, Jack demande à sa mère à quel moment il s'est fait opérer parce qu'il ne s'en souvient pas, ça a été commenté. Donc son propre corps lui est étranger, son propre passé lui échappe. Et c'est là, à mon avis, un élément tout à fait fondamental de l'épisode, puisqu'en fait, il va s'avérer que c'est précisément parce que Jack ne fait pas le lien entre son passé et son présent qu'il ne peut pas se connecter avec son fils. Donc en fait, à travers ces deux traces, la photo plus la cicatrice, on a déjà tout le parcours de Jack dans cet épisode, tous ses problèmes, d'une part ses problèmes d'identité, et ensuite ses problèmes de relation avec son père. Donc c'est déjà vraiment présent dès le départ, mais on ne peut pas le comprendre effectivement au premier visionnage, ou alors il faut être vraiment très très fort, mais disons que voilà, c'est quand même assez ambigu au départ. Donc tout le début de l'épisode pèse un certain nombre d'éléments qu'il n'est pas possible d'interpréter immédiatement, mais qui attirent l'attention sur un certain type de détail. Alors je sais bien que c'est quelque chose qui est très présent évidemment dans Lost, mais là c'est pas n'importe quel type de détail, c'est toujours un certain type de détail qui est de l'ordre de la présence-absence, de la trace, du passé, etc. Ce sont les objets, les inscriptions et les cicatrices qui vont porter le récit. D'ailleurs, Jacob demande à Hurley de noter ce qu'il dit. Les mots du coup tracés à l'encre sur le bras de Hurley jouent dans l'épisode le rôle de guide et incarnent par le biais du corps la présence-absence en fait de Jacob. Il y a un autre moment qui me paraît important au début, dans la première partie de l'épisode, et qui là, un moment vraiment, à mon avis, complètement didactique, c'est que après nous avoir montré ce début où on comprenait peut-être pas complètement, on nous montre un moment où on dit voilà en fait c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est celui-ci, je vous le montre très rapidement.
Voilà. Donc, au cas où on n'avait pas compris, les objets représentent les personnes. Puisqu'avant de voir Kate, en fait, on voit d'abord son sac à dos et ensuite on fait le lien avec Kate. Or, c'est un fonctionnement qui va être vraiment très important par la suite dans l'épisode. Et à mon avis, ça suggère en fait que rien ne disparaît de l'île, que tout est toujours présent, même quand on ne voit pas les personnes, même quand on est dans une situation nouvelle. En fait, il y a toutes les traces du passé, on ne peut rien effacer. Les personnages absents sont toujours là, et par exemple aussi, là j'ai pas les images, mais on retrouve aussi l'inhalateur de Shannon. Donc Shannon est présente dans l'épisode, alors que son corps n'est pas là, on va dire. Donc rien ni personne n'a disparu, tout est à prendre en compte. Et on peut, je pense, aller plus loin. En fait, s'il ne se passe finalement pas grand-chose dans Lighthouse, c'est parce qu'en un sens, tout s'est déjà passé. Tout est à l'état de trace, que Jacob est mort et ne demeure que son spectre, qui a pourtant continué à influencer la narration. Il reste aussi les mots qu'il a écrits sur le cadran du phare, qui donnent eux-mêmes accès aux traces des vies qui sont désormais lointaines des différents candidats. Et après ce début de saison où la tentative de changer le passé a tragiquement échoué, causant la mort de Juliette, il semble qu'il n'y ait en fait plus rien à faire qui n'ait déjà été fait. L'épisode construit la narration justement, la figure d'une narration spectrale qui porte les traces de son propre récit passé, donnant une vision du temps où tout ce qui s'est passé, c'est passé. Whatever happened, happened. Et donc toutes les temporalités finalement coexistent. L'île est de fait devenue une sorte de palimpseste des différentes époques que nous l'avons vu connaître au cours des épisodes. Elle n'est plus du tout à ce stade un espace vierge, au contraire c'est un espace très peuplé. D'ailleurs, voilà, on peut pas marcher sans rencontrer quelqu'un, il y a Kate là, il y a des gens partout en fait. Et aussi un espace qui est complètement envahi, saturé de souvenirs. Il y en a presque, j'allais dire, à tous les coins de rue, quoi. C'est-à-dire que il est, par exemple, moi ça me fait penser à cette scène dans Buffy où Spike se lamente à tous les deux pas dans la rue parce qu'il voit des traces de Drusilla, le banc, ils se sont assis, etc. Ouais. Et il n'arrive pas à se détacher de... Tout lui rappelle quelque chose. Et en fait, on est à un état de l'île où on est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tout nous rappelle quelque chose, en fait. En fait, il y a même trop de choses en fait sur cette île à ce stade. L'île est complètement saturée, pardon. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer à ce stade, c'est qu'on est en train de passer à un nouveau niveau de compréhension du récit et de l'île, et précisément qui va se jouer sur la question du rapport au passé, qui n'est plus dans l'idée de on va essayer de le modifier, mais dans l'idée de il va falloir accepter sa présence. Or, il est justement très présent dans l'épisode. Alors déjà, on a bien sûr la figure du vestige ou de la ruine qui devient complètement omniprésente dans la série, avec le temple, le phare, la statue, comme si l'île en fait n'avait plus à cacher son passé. Mais il y a aussi, dans Lighthouse, le lieu de la caverne, qui est vraiment fondamental dans l'épisode, la cave où se trouvent les corps de Adam et Ève, parce que c'est aussi l'endroit où se trouvent les objets tombés de l'avion. Donc la caverne, c'est cet espace qui, au moment où Jack et Hurley y reviennent, contient en fait toute l'histoire de l'île. On a son récit fondateur mythologique à travers les deux squelettes, mais aussi le récit fondateur des personnages qui est le trash avec les objets tombés de l'avion, et aussi les traces de la quête des personnages, puisqu'on a justement le cercueil vide qui est toute la problématique de Jack en fait. Donc ce qui se joue ici, c'est une sorte de rapport cyclique au temps, où l'on revient toujours aux mêmes endroits, mais ces endroits sont chargés d'un vécu qui est toujours plus grand, et donc il y a toujours plus de traces. Et Hurley le dit d'ailleurs avec désinvolture à Jack, puisqu'il se balade dans la... Il dit ah super, on se balade dans la jungle en cherchant des choses qu'on ne comprend pas. Ça fait écho aussi à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. En cherchant des choses qu'on ne comprend pas, c'est old school, c'est comme au bon vieux temps, quoi. Et c'est une réécriture, on se dit à ce moment-là, assez quand même légère, de temps que l'on sait avoir été assez tragique quand même. Mais justement, comme souvent, je pense qu'il faut être très très attentif à la vision des choses que nous propose Hurley. Et cette vision sereine met l'accent en fait sur justement l'acceptation quasi joyeuse en fait de tout ce qui s'est passé, et deux, le fait que ça met l'accent sur ce que leur a effectivement apporté tous ces événements, à savoir le fait d'être ensemble en fait. Et il est content simplement de se balader avec Jack. En fait, c'est ça aussi qui se passe. Donc en ce sens, Hurley a raison de dire que ses souvenirs sont le bon vieux temps.
Et d'ailleurs, les personnages en fait ont évolué. Le Jack de Lighthouse n'est plus le Jack des débuts, parce que justement il a tissé des liens avec tous ceux qui l'entourent. Et c'est pas un hasard si c'est dans cet épisode que justement Jack est capable à ce moment-là d'expliquer à Hurley, de verbaliser en fait comment il avait retrouvé The Cave et l'histoire du fantôme de son père. Et à ce stade-là, il est capable de le faire, et Hurley à ce stade-là est capable de l'entendre, parce que lui justement il voit les fantômes des morts, etc. Donc il y a cette communication qui peut se faire à ce moment-là, et à mon avis c'est tout à fait symbolique du stade où on en est dans la série. Et en plus c'est un moment où justement les deux futurs gardiens de l'île reviennent sur le site des deux origines de leur histoire. Donc c'est vraiment à mon avis tout à fait fondamental. Donc ça montre en fait que tout est lié, et du coup il y a une question, je dirais que dans cet épisode il y a une question humaine, psychologique qui se superpose à une question cosmique, existentielle, etc. Donc c'est vraiment un des principes évidemment de Lost. Alors en plus il y a ce lien, il y a la question du lien et du passage en fait de relais, on l'a un petit peu évoqué entre les différents gardiens de l'île, et c'est comme ça que moi j'interpréterais la trace sur le front de Hurley. Parce que, en fait, je vous avais mis une image, on ne voit pas très bien, mais à mon avis, c'est une image de la question de la transmission de la trace, puisqu'en fait, les instructions de Jacob, lorsque Hurley les efface en fait en s'essuyant le bras, eh bien, il fait une trace d'encre sur son propre front. Ce qui veut dire que non seulement on ne peut pas effacer Jacob, les instructions de Jacob, puisqu'elles restent, mais en plus, la trace en fait passe de l'ancien gardien de l'île au futur gardien de l'île. Donc il y a une question, je pense, c'est pas un hasard. Et donc, il y a cette superposition des enjeux cosmiques et puis des enjeux, disons, plus personnels ou psychologiques des personnages, puisque l'épisode est aussi fondé sur le problème des difficultés qu'éprouve Jack à communiquer avec son fils David. Et l'épisode porte en grande partie sur la relation entre ce Jack et son fils, en écho avec la relation de Jack avec son propre père. Or, en fait, la problématique essentielle, c'est que Jack ne connaît pas son fils. Il ne sait pas, par exemple, quand il a commencé à jouer du piano, comme il l'avoue à Dogen, on l'a déjà évoqué. Il n'a pas accès à l'intériorité de son fils, en fait, à ses émotions, à ses pensées, parce que celui-ci, terrifié à l'idée de le décevoir, refuse en fait de communiquer avec lui. Et en fait, ce sont des éléments qui vont être communiqués justement au spectateur ou à la spectatrice par justement la question de la trace. En effet, le fils de Jack a 2 chambres. Je vais vous montrer rapidement les extraits. Ça dure que quelques secondes. Donc ça, c'est la chambre chez Jack. On dirait une chambre d'hôtel, voilà. Et vous avez la chambre chez lui. Pas du tout la même chose. Voilà. Vladimir a déjà commenté les photos, etc. Mais là, bon, il y a la présence de la musique, il y a même les notes manuscrites sur la partition. Enfin, vraiment, c'est surchargé de traces de sa présence. Voilà. Donc le jeune garçon a 2 chambres, celle chez son père qui est aussi vide et neutre que le reste de l'appartement de Jack, et sa vraie chambre qui est remplie d'objets, de photographies. En plus, le lit est défait, enfin c'est vraiment saturé complètement de traces de sa présence, alors que justement il n'est qu'un timide invité chez son père qui réprime tout ce qui fait qu'il est lui-même. Et donc par le simple traitement de l'objet et du décor, on voit que l'intégralité de la problématique de l'épisode se voit figurer visuellement. Or s'il y a bien cette tension entre Jack et son fils, c'est parce que Jack vit encore douloureusement la présence spectrale de son père, justement. Et là aussi, le père de Jack est complètement présent dans l'épisode, notamment à travers toutes ces affaires personnelles qui sont entassées dans son bureau et que Jack et sa mère doivent fouiller pour trouver le testament, voilà. Donc le lieu est complètement hanté encore par la présence du père, comme si justement on n'y avait pas encore touché, et il est partout en fait. Et en plus il y a la trace, à l'intérieur des traces justement de la présence du père, il y a la trace de tout son passé, de sa relation, enfin du fait qu'il est le père de Claire, etc. Donc en plus il y a tout un jeu comme ça de traces dans la trace en fait. Donc pour résumer dans des termes qui nous sont familiers, c'est que tout l'épisode est fondé comme souvent sur le motif du remember, pour pouvoir let go et move on. Et c'est notamment parce que Jack accepte qu'il a involontairement reproduit avec son fils ce qu'avait fait son père, parce qu'il le verbalise aussi, donnant à son fils accès à ce passé, qu'ils peuvent tous les deux passer à autre chose.
la construction d'une narration spectrale par le biais de la figure de la trace met en avant un caractère cyclique du temps et du récit, qui n'est pas étonnant à ce stade où la série se dirige de plus en plus vers une construction mythologique, mythique. Et à mon avis, on est ici dans quelque chose, parce que ce jeu, effectivement, de réflexivité, on pourrait dire c'est postmoderne, etc. Et là, c'est pas du tout postmoderne, oui, c'est pré-moderne, en fait, plutôt. C'est-à-dire que c'est pas tellement une question de réflexivité, c'est plutôt une question d'un monde analogique, en fait, où tout se répond, parce que, tout simplement, tout est lié, et parce que rien ne peut être effacé. Et donc, notamment dans cet épisode, il y a une chaîne de traces et de présence-absence qui me paraît vraiment très intéressante à tisser. C'est à partir des caves, c'est qu'il y a le père de Jack, dont on rappelle, le père de Jack, rappelons-le, l'homme sans nom a pris l'apparence de Christian. Donc on a d'un côté le père de Jack, dont on rappelle le souvenir en voyant le cercueil vide, mais ce souvenir est aussi rappelé dans la caverne où repose le véritable corps de l'homme sans nom. Ensuite, l'homme sans nom, lui, se balade sur l'île sous les traits de Locke, dont le véritable corps est lui dans un cercueil sur l'île. Donc en fait, il y a une espèce de boucle d'un cercueil à un autre cercueil qui se joue en fait à ce moment-là de la série. Et du coup, en fait, ça situe ce moment d'intrigue à un enjeu qui est celui justement de la lutte entre Jacob et l'homme sans nom. C'est-à-dire qu'on passe vraiment à un nouveau paradigme de l'appréhension des éléments sur l'île et de l'appréhension du récit. Et donc quand Hurley dit en fait ces squelettes ça pourrait être nous parce qu'on aurait voyagé dans le temps, etc. Alors ça suggère évidemment l'idée de boucle, ce que je suis en train de dire, mais en fait ça marque aussi le changement de paradigme. Parce que justement en réalité cette boucle-là c'est pas du tout une boucle scientifique, on a voyagé dans le temps, etc. C'est une boucle qui est liée à la trace du passé originel, au mythe fondateur de l'île, etc. Donc on voit bien qu'on est à un moment de transition où on peut encore porter ces interprétations qui relèvent en fait d'un paradigme plus ancien de la série, mais qu'on va passer en fait à un nouveau paradigme. Donc on le voit, l'épisode est vraiment saturé de traces et leur fonctionnement dit quelque chose sur ce qui est en train de se jouer à ce stade de la série, à la fois dans l'itinéraire des personnages, mais aussi dans l'itinéraire de la narration et de la manière dont elle est reçue par les spectateurs. On ne peut pas nier les traces. C'est ce que nous dit l'épisode, mais pour autant il faut justement les traiter comme tels, c'est-à-dire les traiter comme une présence-absence et ensuite s'en libérer pour pouvoir avancer. Au-delà de ça, on voit bien que c'est la structure de l'épisode et la manière dont elle fait figure, c'est la structure de l'épisode et la manière dont elle fait figure qui porte le propos, tout autant en fait que les événements qui s'y produisent et qui vient constamment construire des effets de redoublement et de spectralité à tous les niveaux en fait de la narration. Voilà. Maître de conférence à l'Université de Lorraine-Nancy, auteur de nombreux articles et également auteur de plusieurs ouvrages. Je vais vous en citer 3, les séries télévisées aux presses universitaires Blaise Pascal en 2018, le récit dans les séries de science-fiction de Star Trek à X-Files chez Armand Collin en 2018 également, et enfin en 2019, toujours dans la remarquable collection des presses universitaires François Rabelais, co-dirigée par Sarah, écrire une série télévisée, La promesse d'un dénouement. Voilà, donc on va nous parler le titre de sa communication, plus exactement, est donc Le phare et la caverne, l'univers miroir de Lost. Merci Delphine. Oui, titre un peu mystérieux, histoire de laisser un peu de mystère, justement. Let the mystery be. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens encore à remercier les organisatrices de ces présentes journées pour leur invitation et leur accueil, et pour nous permettre chaque année d'exposer aux yeux du monde le culte très académique que nous vouons à la série Lost,
J'ai la tâche difficile de conclure cette journée, de passer après les communications passionnées et passionnantes de mes camarades, versés dans les exégèses pop mystiques et les analyses esthétiques savantes, les études comparatives de haut vol. Comme chaque année, je m'apprête à contrebalancer avec un point de vue plutôt narratologique, donc centré sur l'étude du récit, focalisé sur l'exploration des mondes fictionnels, une démarche vis-à-vis de laquelle je suis en plein questionnement, j'aurai l'occasion d'en parler demain. Je n'escompte pas vous éblouir en passant après autant de stars, mais j'espère au moins vous aider à y voir plus clair sur un point focal de la série. Vous l'aurez compris, l'épisode que nous analysons, Lighthouse, renforce le thème du miroir présent tout au long de la 6e et ultime saison de Lost. Il s'agit d'un épisode écrit par les showrunners que sont Damon Lindelof et Carlton Cuse, réalisé par Jack Bender, le réalisateur clé de la série. Il s'agit de plus de la 108e heure produite pour la série. Quel programme! Pourtant, pour être franc avec vous, lorsque nous avons décidé lors de la précédente journée d'études que le prochain épisode dont nous traiterions était celui-ci, ma première réaction fut à peu près la suivante. Oh non, pas un épisode centré sur Jack. S'il vous plaît, une réaction où transparaissait mon inimitié avec le personnage, et surtout avec sa période 2004-2007, où monsieur se prend pour le héros de service et ne veut rien entendre et rien comprendre de la nature surnaturelle et ineffable de l'île. L'épisode, bien entendu, l'épisode de la saison 3 expliquant l'origine passionnante de ces tatouages, mais notamment resté en travers de ma gorge, chaque année je le ressors, d'autant qu'avec le recul, il met en scène un Jack plus respectueux et même menaçant face au personnage féminin d'Achara, lors de ses vacances en mode colon à Phuket, comportement qui semble faire écho à celui de Matthew Fox. Par exemple, cette altercation violente avec Heather Borman, une chauffeuse de bus en 2011, qui se serait terminée par des coups portés par Fox sur elle, ou encore ces allégations portées par nul autre que Dominic Monaghan, Charlie dans Lost, affirmant que ce comportement agressif envers les femmes est connu et répétitif. J'ai cassé l'ambiance. Difficile pour le moment d'en savoir plus, d'autant que plus personne n'en parle et que les faits ont pris la poussière, un petit peu comme la carrière de Fox. C'est peut-être lié. Mais on peut difficilement ignorer, surtout aujourd'hui, l'image troublante et troublée que nous renvoient parfois les stars, et il semble aussi difficile de séparer l'homme de l'artiste qu'il ne peut l'être de séparer un objet de son reflet. Quant au personnage de Jack, son parcours de l'homme de science à l'homme de foi continue d'être fascinant, même si je ne porte plus sur lui le même regard. What has been seen cannot be unseen. Le miroir, donc, sera notre clé de lecture. Et avant d'en venir au cœur des considérations narratives que j'aimerais aborder, je commencerai par un petit détour au rayon pop mystico-scientifique qui éclairera notre chemin. Permettez-moi d'infuser ici un peu de vraie science dans ces débats, n'est-ce pas? Seules les véritables sciences qui vaillent, les sciences dures. Une anecdote physique que vous connaissez peut-être veut qu'un miroir ne renvoie jamais qu'une image du passé, puisque la vitesse de la lumière étant limitée, les rayons lumineux mettent un certain temps, ne serait-ce qu'une infime fraction de seconde, à vous parvenir. Le miroir vous renvoie toujours une image du passé. Il est toutefois intéressant de noter que le photon se fiche du temps qu'il passe à voyager entre vous et le miroir. Puisqu'il évolue à la vitesse de la lumière, pour lui, le temps ne s'écoule pas. Même pour le photon émis il y a des milliards d'années par les plus distantes étoiles, pas la moindre seconde ne s'est écoulée de son point de vue. Pour le photon, le temps n'existe pas et son émission se déroule théoriquement en même temps que son absorption, quelle que soit la distance parcourue. Passé, présent et futur n'ont plus aucun sens à cette vitesse. La lumière des galaxies les plus lointaines que nous observons depuis la nuit des temps n'a pas d'âge, leur passé est notre présent. Et je cite déjà ici Christian Shepard. Ce qui m'amène au miroir, qui nous renvoie au spéculum. Alors pas cet outil très peu agréable, c'est un euphémisme je pense, mais spéculum au sens, le mot latin pour miroir, pour ce qui sert à se voir et par extension à voir. L'étymologie nous oriente ainsi, si je ne me trompe, j'espère qu'il n'y a pas des latinistes dans la salle, vers specula, qui désigne aussi le lieu d'observation, qui peut être tour de guet ou observatoire. Observatoire dont les télescopes contemporains manipulent la lumière au travers de lentilles et de miroirs. De même que l'homme en noir affirme pouvoir manipuler la lumière de l'île en usant d'eau, matière réflective, et d'une roue.
Tout cela nous guide aujourd'hui vers le mot spéculation, qui, en plus d'être, je cite le Centre national des ressources textuelles et lexicales, une opération financière commerciale faite pour tirer profit des variations du marché, désigne aussi plus largement la recherche abstraite, théorique, dont on spécule, comme nous le faisons ici. Nous cherchons à nous voir, portant notre regard vers les étoiles ou vers nous-mêmes, peut-être un peu des deux. Je m'égare, peut-être, entre miroir et étoile, lumière et pensée abstraite. On ne m'en voudra pas, je l'espère, d'avoir ouvert le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guerbrant pour me mettre à la page des réflexions pop mystiques, à la page du miroir, justement, où l'on m'explique, entre autres, l'importance de l'image inversée. L'image spéculaire et lunaire, elle donne un accès indirect à la lumière, la vérité du soleil. Ce qui est en haut est en bas, me dit-on encore, ce qui m'amène à la première partie du titre de cette communication, le phare et la caverne. En haut du phare où Hurley mène Jack, sur conseil de Jacob, se trouve un étrange appareil qui évoque un astrolabe, ou encore la machine d'Anticiter. Dans la section théorie des forums sur la série, comme dans la section dédiée sur l'encyclopédie Lostpedia, on s'étonne de la variété des technologies employées. Les hiéroglyphes côtoient les chiffres arabes et des miroirs que l'humanité ne savait pas fabriquer avant le XIIe siècle. À la question de qui a construit le phare s'ajoute celle de qui l'utilise. Et c'est ici que la caverne présentée dans l'épisode précédent, The Substitute, et investie par Sawyer et l'homme en noir, m'interpelle. Dans les deux, on retrouve une liste de noms associés à des nombres, une liste comprenant les protagonistes de la série. Qui utilise ces deux endroits? Jacob a en tout cas connaissance des deux, et le peu qu'il en dit semble attester qu'il a utilisé les deux. Il évoque le trait à la craie avec lequel le nom de Kate est rayé dans la caverne. Si ces deux endroits sont donc utilisés par Jacob, imaginez le pauvre bougre obligé, dès qu'un candidat ou une candidate ne lui convient plus, de grimper jusqu'en haut du phare pour rayer son nom, avant de descendre en bas de la falaise pour faire pareil dans la caverne. Il eût été plus pratique de synchroniser tout ce data mining dans le cloud, mais on le sait, les technologies avancées rebutent le gardien de l'île. Jacob s'embêtait-il donc à faire les allers-retours entre ces deux lieux de travail? Leur redondance, du point de vue de la structure du monde fictionnel, comme de la veine thématique du récit, notamment l'opposition lumière-ténèbres, m'interroge. Ces deux lieux, en miroir l'un de l'autre, l'un en bas, l'autre en haut, renferment en apparence une vérité similaire. Les candidats et candidates ont été manipulés de longue date par Jacob et par l'homme en noir. Mais cette vérité est présentée de manière inversée. Dans la caverne, l'homme en noir ment à Sawyer en expliquant qu'il ne sert à rien de protéger l'île, que tout cela n'a aucun sens. Dans le phare, Jacob, que seul Hurley peut voir, continue de manipuler les survivants et survivantes qui ont pour lui un but, un objectif, une destinée qu'il et elle doivent encore découvrir. À une explication ténébreuse répond une explication lumineuse. Dans les deux cas, on notera qu'elles éclairent sous un nouveau jour les explications fournies par l'ARG The Lost Experience, proposée aux fans entre les saisons 2 et 3, qui voyaient dans les fameux nombres maudits les composantes d'une équation de la fin du monde. Il y a quelque chose d'arbitraire dans l'attribution des nombres qui a peut-être poussé les fans les plus insatisfaits du côté des antifans. Lighthouse, on en a déjà parlé, devait nous guider, il en a dérouté plus d'un. Ce fut un cap à passer. Je n'irai pas m'égarer du côté du principe avec un P majuscule et de la vérité au sens spirituel, mystique du terme, puisque là n'est pas ma spécialité, et que d'autres membres de notre Scooby Gang sont autrement plus éclairants sur ce point focal du récit. J'aurai l'occasion de revenir sur le phare et la caverne, mais je dois d'abord passer en passer par la seconde partie du titre de cette communication, l'univers miroir. Parler de Sun au repas. Si l'on porte une attention particulière à chaque épisode de la saison 6, on remarque que les personnages présents dans les Flash Sideways font de manière quasi systématique face à leurs reflets, à tel point que l'on peut être que convaincu qu'il s'agissait là d'une instruction spécifique donnée par Hughes et Lindelof à leur salle d'écriture. Chaque personnage au centre d'un épisode Flash Sideways doit étudier son reflet au moins une fois. Ce motif est toutefois utilisé selon un pattern qui montre quelques rares mais cruciales irrégularités au fur et à mesure de la saison. Dans LAX Part 1, Jack se regarde dans le miroir à bord du vol Océanique 815 qui ne s'écrase pas. Il remarque la blessure au cou qui réapparaîtra plus tard dans les Flash Sideways ainsi que dans le présent du series final, là encore par effet de miroir entre le début et la fin de la saison. Le procédé est tellement systématique que même si l'on divise LAX en deux épisodes distincts, dans le second, le Marshal se voit dans le miroir. Puis les épisodes character-centric, centrés sur un personnage, tradition narrative de la série, débutent. C'est au tour de Kate, puis de Locke, qui a la particularité d'être reflété dans d'autres surfaces que le seul miroir.
De même que Jack dans l'épisode qui nous intéresse et qui se voit aussi dans l'eau. S'ensuivent Saïd, avec ce miroir assez sombre d'ailleurs, et non sans ironie le reflet illisible dans le métal de Kimi. Kimi ne peut pas se voir. Puis Ben, Sawyer et le cliché du miroir brisé qui indique une fracture biographique. Et enfin Sun. C'est à partir de l'épisode 11, un Desmond-centrique aussi what the fuckesque que tous les Desmond-centriques de la série, que le motif évolue, avec Desmond voyageant entre maintenant, now, et cet outre-temps que sont les Flash Sideways. Le fondu enchaîné sur les nuages étant lu a posteriori comme un indice flagrant du twist à venir, et qui avait déjà été repéré à l'époque par une partie des fans. Je n'avais rien vu venir personnellement. Tout aussi étrange est l'absence d'images spéculaires dans l'épisode centré sur Hurley, qui en revanche est confronté à des représentations médiatiques de lui-même, PowerPoint, affiches, qui ne semblent pas correspondre à un reflet sincère de lui-même, peut-être parce qu'il attend encore d'être reflété dans les yeux de Libby. D'ailleurs, je n'ai pas relevé les nombreuses photos qui sont effectivement présentes tout au long de la saison. On voit aussi pas mal des personnages au travers de photos. Kate, par exemple, voit une photo de Claire, après avoir vu Claire. Passé ce double point de rupture, les miroirs commencent à accueillir plusieurs personnages à mesure que, grâce à Desmond, ils se retrouvent sur une trajectoire de collision. L'épisode 13 rassemble Jack et Locke, puis le 14, Claire et Jack. Le reflet de la mer, vu par Claudia, est seulement visible dans l'eau, dans Across the Sea. C'est d'ailleurs une brèche dans le pattern, celui-ci aussi. Retour de la blessure au cou dans l'épisode 16. Dans cet épisode, la façon dont Benjamin Linus affronte son reflet après son anamnèse, après s'être rappelé de sa vie antérieure, préfigure déjà son refus d'aller plus loin dans le series final. Il lui reste des choses à faire dans cet outre-temps. Il lui reste à se confronter à lui-même. De manière intrigante, la première partie du series final met en scène des miroirs brisés et des surfaces réflectives plus ténues. Aucun miroir n'apparaît, à ma connaissance, dans l'ultime épisode, d'ailleurs. Un épisode manque à l'appel, vous l'aurez remarqué, Richard, dans son épisode Flashback, n'a pas droit à son reflet, à moins que son baptême forcé par Jacob et ce franchissement de la barrière spéculaire, la surface de l'eau, franchissement du monde des morts et des vivants, ne préfigure là encore son immortalité à venir. Car c'est bien de deux mondes dont il semble être question. En termes de structure du monde fictionnel, on ne peut que les catégoriser comme étant d'un côté le monde réel, du moins le plus conventionnel, et de l'autre l'outre-monde indéterminé, le royaume de la lumière. Lost propose ainsi d'en revenir à la structure dyadique du mythe, ainsi que l'expliquerait Lubomir de Legel, narratologue, spécialiste de la théorie des mondes possibles appliquée à la fiction. Jacob et l'homme en noir sont des entités qui servent d'intermédiaires entre ces deux mondes, de même que Hurley, capable de parler aux morts. Mais autre chose m'intrigue et me fascine. L'emploi de cette réalité alternative, sur la nature de laquelle les fans se sont entre-déchirés lors de la première diffusion, est en un sens une variation sur le thème de l'univers miroir. L'univers miroir, c'est un trope, un motif récurrent de la pop culture, nommé d'après la franchise Star Trek, dans lequel le Mirror Universe met en scène des versions inversées des personnages, le haut et le bas, le bien et le mal. Spock devient Evil Spock, qu'on reconnaît à son bouc, et les valeurs utopistes de la Fédération des Planètes Unies se voient trahies par ce qui, dans l'univers miroir, devient l'Empire Terran. Ce trope tire son nom de l'univers SF, et j'avoue l'avoir plus souvent croisé dans ce genre que dans son cousin, la fantasy, quoique j'imagine qu'il y est aussi souvent employé, autrement qu'avec l'excuse classique de la réalité alternative où tout est parti de travers, la pire timeline, comme dirait la sitcom Community. L'univers miroir peut aussi donner à voir une timeline différente, mais pas plus mauvaise que celle à laquelle le public est habitué. Elle joue alors avec une infinité de possibles, une infinité de plus hypothétiques, au sens de Sarah Actuel, s'interrogeant sur le mode du « et si », transformant par exemple les arnaqueurs en policiers, comme Sawyer dans Lost. Le truc en plus, ici, était dans Lost de ne pas confronter directement les deux univers. De séparer le reflet du corps qu'il reflétait aussi longtemps que possible. Les anamnèses vécues par les personnages apparaissent alors comme un point de jonction entre deux réalités qui ne sont pas l'antithèse l'une de l'autre, mais au contraire le reflet déformé qui se présente tel qu'il est, obligeant les personnages à remonter les rayons lumineux jusqu'à sa source, eux-mêmes. Il est donc d'autant plus logique que dans une saison déjà très riche en échos, du point de vue de la mise en scène, les anamnèses aient lieu lors de moments construits en miroir d'événements passés.
Lorsqu'on en cherche l'origine, on trouve l'illumination, comme dans cette scène de l'épisode 11 de la saison 6, où Desmond et Charlie refont la scène mythique et déchirante du final de la saison 3. Ici, l'inversion n'est pas tant dans la composition des plans que dans l'inversion des dominantes colorées. On passe de l'orange au bleu, qui sont des couleurs complémentaires. Là où les univers miroirs classiques sont construits comme des réalités qui coexistent, soit coexistent, soit doivent s'annihiler l'une l'autre, un petit peu comme dans Fringe par exemple, dans Lost, le trope science-fictionnel est subverti. Les flashs sideways n'étaient jamais que le jeu d'ombre et de lumière qu'on pourrait imaginer projeté sur le mur de la caverne platonicienne. Et d'ailleurs, j'en viens à la nature du personnage de David, qui, comme tu le disais, Paco, n'a pas de référent. Et il m'évoque un peu un personnage non-joueur dans un jeu vidéo, c'est-à-dire un personnage qui n'est ni l'avatar du joueur, de la joueuse, ni un avatar du système incarné comme tel, un personnage qui va vraiment aider le jeu. C'est juste une figure qui est là pour faire progresser le récit. Un petit peu d'ailleurs comme dans le film Ouvre les yeux de Amenabar, avec le psychologue qui à la fin se rend compte qu'il est un personnage dans une simulation. Il dit mais j'ai une vie, qu'est-ce qui se passe avec cette vie, mon épouse, mes enfants? Bref, d'autres considérations science-fictionnelles dans lesquelles je n'entrerai pas, puisque j'aimerais vous parler d'un autre élément fondamental qui se situe dans la veine de l'univers miroir, mais procède, en termes de structure du monde fictionnel, de façon un petit peu différente. Je veux parler du character overhaul. J'essaie de mettre l'accent un petit peu. Le character overhaul est décrit par Jason Littell dans son ouvrage Complex TV, paru en 2015, comme une catégorie atypique du développement des personnages de séries sur le long terme. Là où les trois autres catégories qu'il définit sont des évolutions d'ordre naturel qui pourraient aussi arriver à des êtres humains dans le monde réel, qu'il s'agisse de la maturation de personnages adolescents, de la leçon de vie ou du glissement moral, le character overhaul, lui, a un lien direct avec les récits dits de genre, et notamment le genre de l'imaginaire. Littell le définit comme ce moment où le personnage est temporairement ou définitivement transformé, tout en gardant une apparence similaire qui brouille sa reconnaissance par les spectateurs et spectatrices. Qu'il s'agisse de clonage, de possession de jumeaux maléfiques, quelque chose qui va défamiliariser le personnage, qui conserve pourtant la même image. Il cite notamment le cas de Fred Illyria dans Angel, Fred qui est littéralement effacé par le démon Illyria, qui la possède définitivement, tout en conservant la même image, c'est la même actrice. Ou encore le cas, bien sûr, de John Locke dans Lost, qui devient l'homme en noir. Et Twin Peaks, bien sûr. Bien entendu, mais Littell d'ailleurs ne cite pas l'exemple de Twin Peaks. Je n'en dirai pas plus. Parlons un petit peu de Claire. Claire Littleton dans Lighthouse, elle aussi elle a subi un character overhaul en un sens, puisque le sien d'ailleurs s'approche plus du lavage de cerveau dû à la mystérieuse maladie qui corrompt son cœur et son âme. Parlons de Claire donc plutôt que de Jack, car elle révèle un petit peu toute l'ambiguïté de la figure du character overhaul. Littell ne s'étalant pas sur le sujet, j'ai tenté dans un article paru dans le numéro 9 de la revue Télévision d'étendre un petit peu cette typologie en essayant de délimiter des sous-catégories du character overhaul. D'abord la figure du double dans son infinie variété, les jumeaux maléfiques, les clones, puis les réécritures partielles ou complètes qui ont souvent trait à la mémoire du personnage. C'est-à-dire à la fois la mémoire qu'a le personnage de sa biographie et la mémoire que nous en avons. Je vous ai mis d'ailleurs en gif les multiples incarnations de Harrison Wells qu'on retrouve dans la série Flash. Chaque saison nous propose un nouveau Wells issu d'un univers alternatif, renouvelant sans cesse les possibilités du personnage sur une base commune, l'acteur Tom Cavanagh. Or, Claire Littleton me pousse à réenvisager cette typologie. Notez le contraste énorme entre la Claire du début et la Claire de la saison 6. Elle me pousse à envisager cette typologie sous un autre angle. Lorsqu'elle recueille Jean blessé, celui-ci comprend instantanément qu'elle n'est plus elle-même. Il ne l'a pas vue depuis 3 ans et nous depuis 2 ans dans le cadre de la diffusion initiale. Au-delà de l'horrible figure de bébé trouvée dans le berceau, il y a cet usage étrange du mot ami, friend. Elle demande à Jean s'il est toujours son ami et désigne comme friend le faux Locke, l'homme en noir, dont l'arrivée à la fin d'épisode permet de rejouer, par le biais de Jean, la défamiliarisation propre au character overhaul.
That's not John, this is my friend. Nous sommes ici confrontés à une inversion des valeurs. Friend est tout sauf friendly, lui qui d'ailleurs sera responsable de la mort de Jean avant la fin de la série. Le bien et le mal, le haut et le bas. Et c'est ici que, d'un point de vue narratif, la figure du character overall rejoint celle de l'univers miroir sans pour autant que les deux ne se confondent. L'univers miroir semble presque plus rationnel, plus ordonné, donnant à voir une réalité alternative que la physique quantique nous laisse imaginer depuis des décennies maintenant, et dans laquelle, par exemple, Jack est devenu le papa de l'ado de 13 Reasons Why. Partant d'un point de déviation, on construit un nouvel ensemble de causes et conséquences, c'est le principe de l'Uchronie. En un sens, tout est plus ou moins ordonné. Le character overall, sous ses formes les plus intenses, apparaît, lui, comme une anomalie au sein de la structure fictionnelle. Claire n'est pas censée se comporter comme ça. Il est impossible de la reconnaître, et il est possible qu'elle-même ne se reconnaisse plus. Elle est comme la seule représentante d'un univers miroir, pour le coup maléfique, dont on sent qu'il pourrait, à tout moment, traverser les barrières de la réalité si le plan de l'homme en noir vient apporter ses fruits. Claire est alors the shape of things to come, la forme des choses à venir, annonçant la collision de ce monde fictionnel avec celui encore virtuel, au sens de non actualisé, rêvé par l'homme en noir. Son character overhaul porte en germe la version alternative du monde fictionnel que l'homme en noir souhaite faire advenir. Claire, comme Saïd d'ailleurs, devient le point focal d'un monde possible en devenir. Il est fascinant de constater à quel point le character overhaul, les univers miroirs et les points de jonction entre les deux sont des ingrédients essentiels des séries Bad Robot, ayant eu le plus de succès. En un sens, Lost fait écho ici à une tradition maison et à cet amour pour l'infini des possibles quantiques du patron de la boîte noire, J.J. Abrams. Dans Alias, déjà, l'agente de la CIA, Sidney Bristow, était confrontée à une perte de mémoire de 2 ans, durant laquelle elle ignore qu'elle est en quelque sorte devenue sa jumelle maléfique, et découvre via des images d'archives, de caméras de surveillance, des agissements qui ne peuvent pas être les siens. Elle ne comprend pas pourquoi elle s'est comportée comme ça, durant ces 2 ans dont elle ne se souvient pas. Dans Fringe, je suis d'accord pour dire que la saison 5 n'est peut-être pas la meilleure, mais je défendrai cette série jusqu'à la fin. Dans Fringe, bien sûr, le bras de fer entre les deux réalités alternatives confronte les personnages à leur double. Notez dans le fond de l'image les doubles d'Olivia et de Walter. Mais de manière intéressante, la saison 4 efface Peter, un des personnages centraux, permettez-moi d'user de ceci, efface Peter de l'existence, pour mieux le ramener dans une nouvelle timeline où il n'a jamais existé. Ce qui fait qu'il se retrouve face à des personnages qu'ils ne reconnaissent plus, qu'ils ne connaissent plus en un sens. Et lui comme nous, sommes alors confrontés à des versions alternatives des personnages que nous devons apprendre à reconnaître. Un monde autre qui doit devenir nôtre, puisqu'il ne sera pas possible de rétablir la timeline d'origine. Dans Personal Interest, l'équipe au service de la machine, super-intelligence artificielle œuvrant pour le bien de l'humanité, doivent changer d'identité en saison 4 pour échapper au regard omnipotent de Samaritain, le jumeau maléfique de la machine. Avant qu'en saison 5, cette même machine, réduite à néant par son ennemi, ne doive elle-même être reconstruite de zéro et réapprendre à connaître, à reconnaître les protagonistes que nous suivons depuis des années à travers le regard de cette super-intelligence. Dans cette capture écran, les personnages qui sont censés être des amis, des friends de la machine, sont identifiés comme des menaces. Dans Westworld, bien sûr, le postulat transhumaniste et l'usage de l'intelligence artificielle permet de modifier, plus que les corps, les identités. Dolores est ainsi un personnage multifacette qui, au fil des 2 premières saisons, change d'identité en fonction de ce dont elle se souvient. Car si l'univers miroir et le character overhaul, je réinsiste là-dessus, sont des figures narratives mobilisant à chaque fois la mémoire des publics, mises à rude épreuve par l'évolution constante de la complexité narrative contemporaine, le character overhaul va de surcroît, de manière quasi systématique, confronter le personnage à sa mémoire de lui-même et faire obstruction à cette anamnèse. Et là se trouve la différence fondamentale entre les 2 figures. On l'aperçoit par exemple dans la dimension palimpsestique du character overhaul subi par le personnage de Locke. Il s'agit toujours de Terry O'Quinn, mais c'est une autre entité qui habite ce corps, même si elle peine à se défaire de la gestuelle et des phrases fétiches de Locke. D'où d'ailleurs cette trace
laissée par Locke sur l'homme en noir, pour aller dans le sens de Claire. C'est aussi Claire Cornillon, intervenante. Lost, héritant des tropes typiques de l'écriture des séries des genres de l'imaginaire en général, et de chez Bad Robot en particulier, propose alors une relecture bien à elle de l'ambivalence qui existe entre la réécriture d'un personnage et la réécriture d'un monde. Dans Lost, en termes là encore de structure du monde fictionnel, et j'insiste sur cet aspect spatial, l'univers miroir est plus miroir qu'univers. Il n'a pas pour fonction d'être une réalité alternative, puisqu'il consiste en réalité dans la continuité de la biographie des personnages en un character overhaul massif, collectif, ayant pour seul but de sortir les personnages d'eux-mêmes, de les envoyer vers le miroir pour mieux les renvoyer à eux-mêmes. There is no now here, nous dit Christian, car cette structure que sont les flash sideways n'a jamais eu vocation à être un ou et un quand. De même que le photon n'a pas conscience du temps passé, les flash sideways pourraient très bien se dérouler dans les derniers instants de la vie de chaque personnage, dans ce moment intermédiaire entre l'ici et l'au-delà, quel que soit le moment de leur mort, puisque le temps n'a pas d'importance. Permettez-moi donc de rebondir une dernière fois. Pour boucler ces allers-retours avec le miroir, je ne saurais trop insister sur l'importance de la dimension spatiale des récits, et notamment des récits contemporains, transtextuels, transmédiatiques, transfictionnels, organisés en réseau, en système, nous invitant à les explorer, à nous y déplacer. Au risque d'un délire ontologique, je partage le conseil 100 fois renouvelé de Thomas Pavel dans l'univers de la fiction, nous invitant à aborder un point de vue interne sur les mondes fictionnels, à procéder comme s'ils existaient en jouant le jeu. Aussi, j'en reviens au phare et à la caverne et à ces allers-retours que j'imagine Jacob effectuer chaque fois qu'il doit rayer un nom, pestant contre ces échelles bancales et ces escaliers trop raides. C'est plus de mon âge, râle-t-il dans mon imagination. Ces allers-retours entre les deux lieux, procédant par boucle itérative à la manière de chaque saison de Lost, nous invitant à reparcourir l'île avec un nouveau point de vue, rappelle à mon bon souvenir la précédente journée Lost, où nous évoquions l'épisode La Fleur et où je parlais de l'ellipse dans sa dimension, d'abord géométrique. J'y évoquais alors le résultat d'un travail mené avec Julien Ball, docteur en sociologie urbaine, mené en 2015 et dont je représente l'essentiel ici, pour le revoir sous un nouveau jour, à savoir que d'un point de vue géographique, les déplacements des personnages sur l'île et hors de l'île reprennent toujours le motif de la boucle, à tel point que tout se finit là où ça avait commencé, près du champ de bambou, où se réveille Jack, dans le pilote et dans l'épisode 316 en saison 5. Ces personnages sont prisonniers de boucles itératives qui sont d'abord celles du traumatisme, même spécifiquement ici le traumatisme du 11 septembre. Mireille Berton et Haris Mouzoudzanis en parlaient notamment et ont analysé cet aspect-là. Confrontés à leurs erreurs, à leurs démons, à leurs réflexes, Kate fuyant constamment, Jack désespéré de vouloir tout réparer, et enfermé dans le snow globe, la boule à neige que les fans envisageaient comme encerclant l'île lors de la diffusion des premières saisons. Ce qui aurait pu expliquer pourquoi, par exemple, le bateau de Desmond revient sur l'île. Il n'y aurait pas de reste du monde, il n'y aurait que l'île. Filons alors la métaphore, une dernière fois, si vous voulez bien. Dans Across the Sea, la mer décrit la lumière au cœur de l'île ainsi. A little bit of this very same light is inside of every man. Un peu de cette lumière est en chacun et chacune d'entre nous. L'île est en quelque sorte la cavité optique d'un laser qui emprisonne la lumière suffisamment longtemps pour qu'elle excite les atomes du milieu amplificateur qu'elle traverse, atomes qui, en revenant à un état d'énergie plus bas, vont libérer des photons, de plus en plus de photons, qui eux-mêmes vont exciter d'autres atomes et ainsi de suite, amplifiant la lumière ainsi produite initialement. Et l'alignant d'ailleurs sur la même longueur d'onde. Tous les photons qui sortent d'un laser ont la même couleur, ils ont la même longueur d'onde. Ce qu'on trouvait d'ailleurs sur la carte invisible de la station Cygne. Il y avait une mention, parmi la multiplicité de mentions qu'on trouvait en latin notamment, qui disait « Nous sommes sur la même longueur d'onde ». L'analogie n'est pas parfaite, mais il est frappant de constater que, comme dans certains lasers, les entités de lumière que sont nos personnages rebondissent entre deux miroirs opposés, Jacob et l'homme en noir. La saison 6 en est l'exemple le plus frappant, avec Sawyer, Saïd ou Kate rebondissant entre les deux, gagnant à chaque fois en intensité et en détermination. Ces deux entités pourraient d'ailleurs être définies en suivant Michael J. Clarke comme des masterminds, au sens des entités parlant pour les scénaristes, doublant l'instance octoriale d'une instance divine dans le monde fictionnel. Clarke situe ces figures aux frontières de la diégèse, donc en un sens au niveau des miroirs qui enserrent l'île. On pourrait aussi tordre l'analogie dans un autre sens. Jacob le miroir et l'homme en noir l'obscurité qui tente de dévorer la lumière et de l'empêcher de briller, de manière encore plus intense. En un sens, l'île serait alors constituée littéralement de smoke and mirrors, la fumée noire et le miroir solaire circulaire.
Dans tous les cas, encore faut-il que cette lumière puisse aller quelque part, dans un laser. Dans un laser, il faut alors qu'à un endroit, l'un des miroirs laisse passer les photons. On pourrait penser que Jack, brisant les miroirs du phare, convient à cette analogie. Mais il rebondit encore contre le miroir qu'est Jacob. Jacob, la ressemblance dont l'homme en noir relève qu'elle est un petit peu obvious. La véritable mort de Jacob, lorsque sa propre lumière, le feu de camp qu'il dresse dans What They Died For, s'éteint, pourrait représenter le moment où la lumière des personnages peut enfin être révélée dans toute son intensité. La lumière de l'île s'éteint temporairement, mais les personnages ont en eux une lumière devenue assez intense pour contrecarrer les plans de l'homme en noir. Une fois leur mission accomplie, ils rejoignent la lumière, ne font plus qu'un avec elle. En somme, l'île, cavité optique, laisse ainsi s'élever les personnages comme de puissants rayons laser. Une élévation lumineuse préfigurée par le rayon qui émane de la station Swan en saison 1 et 2 et qui évoque cette very bright light décrite par Locke après sa rencontre avec le monstre. Jack, Kate, Locke, Juliet, Sawyer et les autres ont atteint la vitesse de la lumière. Flash forward ultime, les flash sideways n'ont plus de temporalité puisque le temps n'a plus d'importance. Il et elle sont prêts à move on and let go dans un final qui a laissé perplexe, on en a parlé, une partie du public, menant aujourd'hui d'ailleurs une partie des fans à croire encore, envers et contre tout, que les personnages étaient morts depuis le début. Et, en un sens, ils ont peut-être raison. Comme le photon, pour qui l'émission et l'absorption sont un même événement simultané, quelle que soit la distance, quelle que soit la durée, les personnages, en arrivant sur l'île au début de la saison 1, en étaient déjà partis dans un intense rayon de lumière. Merci. Qui veut se lancer. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai absolument adoré vos déclarations, comme toutes les autres d'ailleurs. Là, je vais enfin le dire parce que ça se fait pas quand on est chair de donner son avis. Donc, voilà. Merci infiniment pour tout ça. Sarah. Merci déjà à tous les deux. C'était magnifique. J'ai des questions, remarques pour tous les deux. Claire, est-ce que tu dirais qu'en fait, le récit devient, c'est un petit peu ce que dit finalement Laurent, est-ce que le récit ne se fait pas géographique? C'est-à-dire que le récit a tellement accumulé de strates et donc de traces que les strates du récit se littéralisent de manière géographique sur l'île. Maintenant, l'île est saturée, comme tu dis, mais le récit aurait se littéralise géographiquement. Si, c'est tout à fait ce que j'ai voulu dire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est justement cette dimension palimpseste, c'est-à-dire que la dimension temporelle devient une dimension spatiale de fait parce que l'espace est occupé par les traces de tout ce qui s'est passé avant. Donc effectivement, c'est une autre manière mais c'est exactement en fait ce que tu as dit. C'est exactement ce que tu as dit en fait. Ouais, tout à fait. Et par rapport à ce que tu dis de l'appart de Jack comme un appartement témoin, comme une chambre d'hôtel, un grand appart d'hôtel en fait, c'est ce que j'essayais de dire aussi par rapport au lien avec International Assassin. Oui. Et tu as montré, en fait, j'avais pas réalisé à quel point la seule personnalisation de l'appart, c'est une photo du père qui renvoie dans International Assassin à la télé. À la télé avec le père. Complètement. C'est vraiment flagrant. Ces deux séquences, quand on les met en parallèle, même la façon de les filmer, où on voit le robinet, c'est impressionnant. Ouais, il y a un parallèle en plus. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est les costumes en fait dans le Flash Sideways et justement dans International Assassin, c'est fondamental puisque ce qu'il choisit de porter, c'est son identité, etc. Or, dans le Flash Sideways en fait de Lighthouse,
ce qui me frappe, c'est le fait que Jack et son fils portent à peu près le même style de veste, etc. Et donc, du coup, il y a aussi un jeu sur l'identité par rapport aux vêtements qu'on porte et tout. Donc, c'est pas la même problématique que dans International Assassin, mais il y a quand même de ça, quoi. Enfin, il y a un travail sur cette question-là aussi, il me semble. Et alors, je passe à Florent. Alors, j'ai adoré l'adjectif boîte de fauteuil. je garde, boîte de fauteuil. Et alors, j'aime beaucoup ton passage par, en gros, la physique quantique, parce qu'on est plusieurs, en tout cas 2-3 déjà à Montpellier, à réfléchir, à organiser un colloque sur le théâtre, les pièces de théâtre, les films et les séries vues à l'aune des théories quantiques. Je crois que ça nous semble de plus en plus pertinent. Ça a été déjà fait surtout pour les œuvres romanesques, sur les romans, mais pas à ma connaissance, pas sur les pièces de théâtre, les films et les séries. Pas assez en tout cas. Et là, ce que tu as dit, c'est très important de voir comment les théories quantiques nous poussent à réfléchir en termes d'univers parallèle, de remise en question de l'espace et du temps. Et les fictions s'emparent de cet imaginaire-là, de ce que la science nous pousse à imaginer. Et justement, la physique quantique, parce qu'elle est tellement dure à appréhender au niveau du bon sens, le sens commun nous pousse à aller à l'encontre des théories quantiques. C'est une théorie qui nous pousse à nous dire let go, à nous dire let be. On ne comprend pas tout, mais il faut l'accepter tel qu'elle est. Et je trouvais très très intéressant tout ce que tu as dit. Mais alors, j'ai un petite nuance. Quand tu dis que les Flash Sideways, ce seraient des univers parallèles et qui iraient à l'encontre qui s'opposeraient au character of the whole. J'ai l'impression que dans Lost, on n'est quand même pas dans l'idée d'univers parallèle comme dans d'autres séries de science-fiction. Parce que ce n'est pas un univers parallèle, tout simplement. C'est comme tu l'as dit, un univers après la mort qui se passe sûrement en même temps que tout ce qu'on voit, hors du temps. Et où les personnages vont se souvenir de qui ils étaient. Donc ce n'est pas vraiment un autre personnage, ce n'est pas une ligne parallèle. Ils se souviennent de qui ils ont été dans la première ligne, donc il y a une connexion quand même très forte entre les deux lignes, et j'ai l'impression que c'est comme une forme de caractère de mots. Que c'est pas, en tout cas, c'est pas à opposer. Et Jack, dès qu'on le voit dans le premier Flash Sideways dans l'avion, il se réveille comme d'un rêve, mais en se disant qu'est-ce que je fais là, mais je m'y reconnais quand même un peu sans me reconnaître. C'est un réveil dans l'amnésie, mais avec quand même une part de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est de l'ordre des univers parallèles déjà proposés par la science-fiction. C'est quelque chose de nouveau. Je suis même tout à fait d'accord. J'ai peut-être loupé une négation d'ailleurs dans ce que j'ai lu. C'est effectivement ce que j'ai essayé de dire, c'est que Lost subvertit justement ce trope de l'univers parallèle et en procédant justement d'une manière d'ailleurs assez similaire à Fringe pour le coup. Je ramène la saison 4 sur le devant de la scène parce que dans cette saison où il n'y a que Peter qui se rappelle des 3 premières saisons, puisque tous les autres personnages ont vécu du coup des choses différentes, eh bien Olivia, petit à petit, va se rappeler des 3 saisons précédentes. Et donc elle va passer de la mémoire qu'elle a dans la saison 4, d'une biographie qu'on ne connaît pas finalement, elle va se rappeler de la biographie qu'on lui connaît dans les 3 premières saisons. Et en un sens, il se passe exactement la même chose avec les anamnèses dans la saison 6. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, l'univers miroir de Lost, c'est ce que je disais, il est plus miroir qu'univers. C'est pas vraiment un ou et un quand, c'est plus un dernier character overall qui permet de mieux ramener les personnages à eux-mêmes. Tout à fait d'accord. Si je peux me permettre, il a une fonction précise dans l'histoire des personnages principaux, en tout cas, c'est que dans cet univers-là, ils expérimentent
un changement dans leur existence qui correspond à un vœu secret, ou enfin un désir non réalisé, et qui les amène progressivement à se rendre compte que ça va rien changer finalement à ce qui fait leur cas, à ce qui fait leur personnalité. Donc il leur fait accepter finalement que ce qu'ils sont, c'est la somme de tout ce qu'ils ont vécu, et non pas une espèce de... La différence de la plupart des représentations des mondes parallèles, en fait, grosso modo, on dit mais c'est toi, mais dans un univers où c'est pas du tout la même chose, etc. Alors qu'est-ce qui se passe avec une différence? C'est quand même toi. Là, on leur fait une grosse différence, c'est comme un souhait. Kate, elle n'a pas tué son père. Sawyer, il n'est pas devenu Conan. Locke, son père, il est gentil. Jack, il a eu un enfant. Etc. Mais simplement, au bout d'un moment, ça ne change pas le fait, finalement, la souffrance qui a été le moteur de leur quête, de leur vie. Donc finalement, ce avec quoi, de ce que Jacob expliquait être la raison qui était aujourd'hui, c'était une espèce de truc à la recherche de quelque chose qu'on ne peut pas obtenir, dès qu'ils ont besoin de lui, autant qu'il a besoin d'eux. Cette espèce de on peut appeler ça plein de choses de façon différente, quoi. Cette espèce de soif nostalgique, de désir inassouvi, un principe où ils se sentent incomplets, ils se sentent brisés et incomplets. Ce truc-là, même, on pourrait dire, je suis brisé et incomplet parce que j'ai pas eu ça, on leur donne ça, et en fait, finalement, ça change rien au problème principal. J'ai pris le micro, juste par rapport à Claire, j'avais dit que de l'idée de montrer la chambre de David. Alors ça, tout le temps, la chambre de David, mais il y a un truc qui m'avait marqué en le voyant. C'est qu'il y avait un grand poster du groupe Les Who. Et je trouvais ça très bizarre, et je ne savais pas du tout à quoi, si ça pouvait avoir un écho quelque part ailleurs dans la série, parce que les Beach Boys, on sait très bien quel rôle ils peuvent avoir, les Beatles aussi, on pourrait dire, etc. Alors les Who, où est-ce que les Who se situent? Et en fait, il y a un truc, et c'est lié à Jack, c'est que, ça j'ai trouvé grâce au Australia, c'est que le titre du deuxième épisode, du troisième épisode de Jack Centric, qui est All the Best Cowboys Have Dead Issues, est inspiré en fait du titre de l'album solo de Peter Shed, donc le guitariste de Who, qui s'appelle All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Ouais. Tous les meilleurs cowboys ont des yeux chinois, et en fait, ce titre, qui renvoie à une espèce de texte très mystérieux écrit par Peter Shed dans les notes du disque, qui explique l'émergence d'un nouveau type de chef. Et voilà, le nouveau chef arrivé, il était tellement différent des autres, etc. Il était illuminatif, mystérieux, ça. Et il termine en disant les meilleurs cow-boys ont des yeux de chinois. On peut, à partir des éléments dont on a parlé, sur le ménagie, sur l'élément. On entend des voix, et voilà, peut-être que c'est plus trace que ça, parce qu'il y a une autre trace importante dans la maison de Juliette Riva, c'est qu'en entrant, il y a évidemment un petit lapin blanc, c'est lequel il y a la clé, et qui renvoie à la thématique liée à Lewis Carroll, qui a traversé tout Lost, et en fait qui trouve son point de la clé ici, dans la saison 6, sa palanquée de miroir. On peut dire le premier flashback de Jack, c'est Walter Rabbit. Il poursuit un lapin blanc. Le lapin blanc est associé à la fois au père et à l'homme sans nom. Donc le fantôme du père, l'homme sans nom, etc. Le père manquant, c'est le lapin blanc qui lui permet d'entrer dans le pays de merveille et l'île. Donc il est pour chasser le père, etc. Avec le lapin blanc. Et thématique caroline qui va être rejouée dans plusieurs épisodes de Jack, évidemment le central, Flo le glace à travers le miroir, passage des flashbacks au flash forward, et on retrouve le livre de Alice au Pays des Merveilles dans Something Nice Back Home, quand il lit Alice à Aaron. Le seul moment où Jack fait un peu le papa, la scène, c'est avec Aaron, quand il fait avec Kate, et il lit Alice au Pays des Merveilles, et du coup, dans le flash Sideway, évidemment, il voit le livre d'Alice au Pays des Merveilles dans les mains de son fils, David, et il lui dit, tu te souviens, je te le disais quand il était petit, etc. Et c'est très émouvant, enfin, comment dire, parce que
C'est comme si c'était une espèce de film qui tirait un peu tout le long de la série, qui était une espèce de truc qui cherchait son point d'appui, son point d'attente, et qui associe dans un même geste la question globale du miroir, la question du miroir aussi, comme dans Alice, comme le passage de l'autre côté, flash sideway, flash forward, etc. On passe à chaque fois dans le côté du miroir. Entrer dans une nouvelle modalité de fiction dans Lost, ça passe dans le miroir, c'est dans un côté de l'autre côté du miroir, dans une nouvelle modalité de fiction. Et l'histoire de Jack, notre espèce d'Alice, qui, comme le film que les spectateurs suivent, il va rencontrer toutes ces figures, qui va faire tout ce voyage, machin. Et en plus, la question de la transmission. Donc, le livre d'Alice, le conte d'Alice qui va passer à l'enfant, comme aussi les questions de la narration. C'est-à-dire que peut-être que dans ce lapin blanc, dans ce film d'Alice, etc., comme une trace par le clair, c'est la trace aussi de la question de presque la fonction omniprésente de la fonction de la narration qui est souvent représentée par les livres, par des choses comme ça. Les livres sont des instruments qui permettent de voyager de l'autre côté du miroir. On va se confronter à un flash sideway ou une version alternative dans lesquelles on va permettre de compléter notre portrait d'image. Non, mais merci, c'est super, parce que tu l'as dit 15 000 fois mieux que ce que j'allais pouvoir dire. Dans Something Nice Back Home, il y a un autre miroir où il se regarde, Jack, il est tout nu devant le... Enfin, il doit pas être tout nu, mais on voit tout le torse, dans le miroir, et on voit sa cicatrice d'appendicite. Tu vois, donc c'est... Enfin, il y a quand même un truc avec ces épisodes-là qui est très fort, parce que moi j'ai revisionné en me disant, je suis sûre, j'ai déjà vu une cicatrice d'appendicite dans le miroir, et c'est dans Something Nice Back Home. Et c'est lié à son auto-révélation. Ouais, il est dans la salle de bain, et en fait, il y a quelqu'un dans la douche. Ah oui. Et c'est Kate, c'est la voix de Juliette. Voilà. Tu vois, et c'est vraiment la même image que tu retrouves dans l'épisode 6, enfin l'épisode 5 de la saison 6, qui est d'ailleurs au même endroit dans la saison 6 que White Rabbit dans la saison 1. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pas un hasard. Non. Ça, c'est pas un hasard. Enfin, moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils nous font revenir, nous aussi, comme Hurley et Jack, aux mêmes endroits, une deuxième fois, au même moment dans la série, pour que, ben, tu vois, le White Rabbit, c'est devenu un vrai lapin. Enfin, c'est un lapin qui contient la clé de la maison dans laquelle il y a la chambre de son fils, et dans la chambre, il y a la clé de qui est David et qui doit être Jack en tant que père. Enfin, il y a tout un tas de symboles comme ça, tu vois, qui sont juste... il faudrait vraiment... Enfin, moi, j'ai pas eu le temps et puis j'avais pas la place et c'était pas le but. Mon but, c'était pas de parler, c'était de vous accueillir. Mais il y avait un truc avec ça, sur ces épisodes-là. Il y a un fil qui est repris et qui a toutes ces épaisseurs de signification-là avec l'intertexte de Carole. C'est évident. Et l'intertexte de Carole qui fonctionne presque systématiquement sur les épisodes de Jack, principalement. Ce qui est mystérieux, ça pourrait être dispatché à l'ensemble du personnage, c'est vraiment Jack qui est notre Alice là-dedans, qui doit suivre les étapes. Et pour aller dans ton sens, parce que peut-être, puisque c'est vrai que finalement on va arriver à la fin de la journée, il y a encore des choses à dire peut-être sur cette saison 6 à travers cet épisode. Oui, la saison 6 fait, on est comme Jack et Hurley, on va revisiter tous les props, tous les, ce qu'on appelle les traces des saisons précédentes. C'est-à-dire que là, on voit les caves, mais dans un autre épisode, on va revoir le Black Rock, on va revoir les maisons dans lesquelles la dame a vécu, puis les autres. On va revoir Hydra Island, on va même revoir la chambre 23, la fameuse chambre avec les images. Jusque-là, on va revoir tous ces éléments qui ont composé notre expérience de la série. Et aussi, on va expérimenter, c'est juste des épisodes, la place des épisodes, le début de la saison 6 fonctionne en miroir par rapport à la saison 1. Et on va avoir l'épisode de Kate, en plus avec chaque fois le nom des épisodes qui vont faire des échos, jusqu'au moment où ils font un faux écho. C'est très intéressant. C'est-à-dire que Kate, c'est what Kate does, au lieu de what Kate did. Donc, Locke, il n'a pas un titre qui renvoie à ça, mais enfin quoi, il y a la place de l'épisode de Locke, comme la place de l'épisode de Locke, la place de l'épisode de Jack, comme la place de Jack. Celui-là, c'est l'encore qui devient Lincoln, voilà. Lincoln à la place de Lincoln. Tout à fait. Lincoln.
Et puis l'endroit où on est piégé, c'est qu'il fait Sundown. Donc je crois que c'est encore un jeu de mots sur une scène, ils ont fait un backpack de fois de Overhouse of the Rising Sun, qui donne un peu limite, genre, franchement. Et la maison se lève, et là qui devient Sundown, et en fait on bascule, et c'est Saïd qui est en question. Mais on a, oui, bien sûr, les épisodes sont remplis, vraiment la saison 6 est remplie de reconnaissance. C'est vraiment c'est gigantesque épopée des reconnaissances. Que les personnages se reconnaissent entre eux, que les spectateurs reconnaissent les éléments qu'ils ont aimés dans la série, que les personnages reconnaissent les objets qui ont appartenu à des moments ou à d'autres moments de la série. Tout ça est voilà, ressaisi de façon absolument extraordinaire. C'était très bien pour parler des photos. Moi, j'ai pas vraiment envie de regarder ce truc-là. Ça me donne envie de revoir la saison 6 pour regarder toutes les espèces de photos. Parce que c'est aussi l'image du souvenir. Toutes les photos. C'est une espèce de truc qu'on retrouve dans The Leftovers. C'est-à-dire que une fois que tout ce temps est passé, on regarde un album photo et on va revoir toutes ces images-là. Et au centre, ce truc par rapport au absolument capital. C'est vrai qu'on a pu évoquer la place incroyable. Il avait évoqué, mais comment dire, je peux aller sur la question de le corps manquant du père. Pour moi, ça reste ici, il y a des trucs mystérieux, alors là, c'est vraiment mystérieux. Jouer mystérieux jusqu'au bout, c'est qui est devenu le cadavre de Christian Schechter. C'est vraiment, il a disparu comme dans The Leftovers, disparaissent des trucs, quoi, tu sais. Comme celui de Yemi. Le corps de Yemi aussi disparaît de l'avion. Le corps de Yemi, le frère de Eko. Le corps de Yemi disparaît de l'avion. C'est-à-dire que la logique que les fans s'étaient faite dans les 3 premières saisons, c'était que quand le monstre incarnait un mort, le cadavre disparaissait. Oui. Je sais que ça marche pas. Et ça ne marche pas jusqu'au bout. Ouais, non. Bah oui. Et peut-être parce qu'il est bloqué dans Locke, parce que pour une raison X ou Y, le cadavre est toujours là. Et pourquoi il est bloqué dans le corps de Locke? Aucune idée. Mais là, il y a un truc peut-être avec... Parce qu'il faut aussi des gens qui ne sont pas sur l'île. Oui. Il y a des manifestations dont on ne saura jamais à qui les attribuer. Et le Christian Shepard qui apparaît dans le flash forward de Jack dans la saison 4, oui, bien sûr. Alors que le smoke detector vient de s'allumer. Oui. Mais est-ce que c'est le monstre de fumée noire? Est-ce que c'est l'île? Est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que le monstre de fumée noire a pu aller vraiment jusqu'à Los Angeles? Logiquement non. Alors quand vraiment il veut se casser, il ne veut pas se casser, il veut rester, genre je suis bien là. Salut Jack, je suis revenu, papa. D'où les mystères qui restent. Je peux partir en fait. Déjà il va quand même jusqu'au bateau, alors on va dire que c'est parce que c'est la zone, machin, et ça. Quand il va sur le bateau, il y a quelqu'un qui peut partir maintenant. Mais il y a des manifestations de personnes qui ne sont pas mortes sur l'île, qui peut endosser, comme la mère de Ben. Et la fiancée de Richard. La fiancée de Richard. Donc il n'est pas obligé d'avoir le cadavre. À moins que ce bateau ait transporté le cadavre de Richard, ça me semblerait très bizarre. Et le Daman effectivement aurait proposé à papa de Ben de ramener le cadavre de sa femme, de le terrer ici. Donc ça me semble totalement impossible. Donc il peut utiliser des figures de mort dont il ne possède pas le cadavre. Donc ça ne peut pas être l'explication des disparitions. Le cadavre du père est suffisamment obsessionnel pour que ça revienne dans la saison 6 sous la forme du cercueil, et ensuite que ça informe le récit même, enfin, le fait qu'on ait perdu le cercueil dans le flash highway, et à la fin, le fait qu'il finisse par trouver le cercueil qui l'ouvre et que ce soit vide à nouveau, et qui annonce qu'il y a une espèce de nouvelle place que prend Christian Shepard, qui est liée au mystère de ce personnage, qui est au départ, certes, vraiment le leader de la tribu des mauvais pères, mais qui se complexifie énormément à mesure que la série avance, qui prend plein de formes, et devient de plus en plus insaisissable en fait. C'est comme s'il y avait aussi une espèce de... Dans la quête d'identité de Jack, on peut représenter Lost, on pourrait prendre Lost aussi, vraiment comme une espèce de grande quête d'identité de Jack, c'est une espèce de version à la Lynch où c'est les personnages, il y a plein de personnages.
Ce serait ça. Et dans ce sens-là, il y a une espèce de permanent questionnement sur les motivations du père, sur qu'est-ce que véritablement il a voulu transmettre. Et je me souviens d'une époque, pendant que la série passée, où on questionnait même de savoir si Christian Shepherd était connecté à l'île. Parce qu'il n'avait pas, comment dire, que c'était pas un mec qui est lié aux gens sur l'île, etc. Il était entouré d'un certain mystère, surtout dans la façon dont il a pu intervenir dans la vie de certains personnages. Dont Sawyer, l'envoyant quasiment tuer l'innocent, en gros, il fait une espèce de très bonne note dans le conseil, des gens, parce qu'il ne fait pas, on était, voilà, garde-moi, alcoolique, je regarde pas, machin, là. Et je suis très respectueux. Et en même temps, c'est une préparation fine, bref, dans la vie d'Anna Lucia, enfin, il y a tout un tas de trucs qui se jouent autour de ce Christian Shepherd, et qui reste à la fin de la série encore un personnage profondément énigmatique, profondément opaque. Et cet épisode le remet encore en jeu à travers aussi ce personnage qu'on connaît peu aussi, qui a vraiment intéressé les gens, qui est la maman de Jack. Margot, c'est ça? Margot. Margot. Oui, je me demandais ce que tu disais sur les personnages bref, une personnalité. Là, on parle de Manoir. Il y a un peu de ça dans la saison 4 qui se blosse quand on découvre un peu les années 500. On a presque l'impression qu'il a radicalement changé. Tous ces produits, on va rappeler ce qui va se regarder. Dans les séries plus citées, on a beaucoup pensé à une telle Joshua de la hausse. Oui. Justement, de s'imprégner d'une personnalité pour remplir une fonction avant de devenir une page blanche, une blanche. Et je trouve que, effectivement, de plus en plus d'ailleurs des fictions sur cette problématique-là, on peut parler de l'histoire, notamment aussi, on est vraiment dans cette utilité. Et c'est vrai que dans Lost, il y a quand même de ça, parce que vraiment, ce que veut faire Jacob ou la Noire, c'est greffer des rôles à des personnes, c'est leur imposer aussi une situation de manière différente, bien sûr, mais il y a quand même de ça. Je trouve que ça devient un bon écho, effectivement, à plein de choses dans Lost. De transformation même temporaire, parce que le message qu'on connaît, de transformer. Je trouve que ça rend carrément avec ça, je ne sais pas du tout. Il y a presque un ressort narratif que en fait, ça crée une espèce de what the fuck quand on voit un personnage, on voit combien il a changé. Je crois que c'est aussi lié. Tu citais Alias. En fait, le moment vraiment cool comme ça d'Alias quand elle revient de 2 ans qu'elle a perdu, on se rend compte que Winston, par exemple, il est devenu une espèce de mec respecté mondialement, comme un grand bienfaiteur de l'humanité et tout. Elle est dégoûtée. Genre, son amoureux transi, il a épousé une nana, ils sont très heureux. Et c'était genre, c'est 2 ans, mais en fait, vraiment, ils n'en ont rien à battre. Et le monde, il a changé radicalement. Et son père, c'est un terroriste. Il a une grosse barbe, un peu comme Saddam Hussein quand il était arrêté. Oui, dans l'imagerie, c'est ça. Une barbe de Saddam Hussein, une très très grosse barbe. Et il est en prison haute sécurité aux États-Unis. C'est ça que. Et en fait, le truc, c'est pas qu'on garde le même corps et qu'il joue une même personnalité, c'est que le temps devient l'élément potentiellement d'angoisse, d'incompréhension et d'intrigue. Aussi, le côté, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et en fait, c'est une des ouvertures d'épisode, fin d'épisode. Quoi, on est venu ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ça va être comment on comprend ce qui s'est passé. C'est pour ça que. Ça aide Oui. de mecs riches. Mais du coup, je me dis qu'il faudrait que je continue à bosser sur cette typologie parce qu'effectivement, là, c'est encore une autre figure. C'est pas dans l'histoire qu'il s'est passé un truc dramatique, c'est juste le récit qui fait une ellipse et qui rend le personnage méconnaissable en connectant 2 périodes. Et, pareil, celui dans la fleur. Voilà, exactement. On commence l'épisode de la fleur avec la barre d'initiative et compagnie, et puis d'un coup, j'ai
chef de l'armée, c'est Sawyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ces fameux 3 ans, quoi, qui commencent déjà à se matérialiser avec Tall Walt. Et on sent que déjà quelque chose est en train de se dérouler et qu'il va y avoir ce bond de 3 ans qui va fournir le principal moteur narratif de la saison 4 d'ailleurs. C'est de savoir pourquoi ils en sont arrivés là. Comment ils sont arrivés là, Jack la grosse barbe, tous ces trucs-là, tout à fait. Et comment dire, c'est des variations sur le même questionnement sur la construction. Je crois que c'est un truc, c'est que dans un film, c'est des choses qui seraient extrêmement peu intéressantes. Ce serait même impossible à mettre en œuvre. Il faut justement le temps, il faut sentir le temps qui passe. Tout à fait. Donc nous, on est sorti du temps, pour que ce temps il soit effectif dans le récit. Voilà. Si on ne s'est pas attaché à un personnage pendant 1 an ou 2 ans, et qu'on va changer, on n'a juste rien à battre. Dans un film, si au bout de 40 minutes, le père de Sidney, il est en prison et avec une grosse barbe, on dit... Voilà. Alors que justement, Ça arrive, désolé. là, elle a perdu 2 ans, et 2 ans, tu sais ce que c'est, parce que c'est la fin de la 2e saison, donc tu sais ce que ça veut dire 2 ans dans le monde d'Alias. Ce qui fait que tu mesures cette durée. Tu te dis, mince, j'ai manqué 2 saisons. Et la saison 3 commence, et c'est en fait la saison 5 en un sens. Oui, tout à fait. Et j'ai manqué 2 saisons d'épisodes. Oui, 2 saisons du personnage. Voilà. Et comme ça, c'est une modalité du récit. Et je ne sais pas dans quelle mesure, c'est des choses comme ça se faisaient beaucoup dans des séries du passé. C'est quelque chose qu'ils ont trouvé, ils sont certains, pouvoir vraiment s'amuser avec ça. Pas vraiment, c'est quand même lié à l'évolution de la complexité narrative. C'est plus quelque chose à partir des années 90 qu'on a commencé à faire. Parce qu'il pourrait complètement imaginer, exactement comme l'absence de complexité qu'ont en France les producteurs dans les séries, ils ont peur qu'ils ne comprennent rien. Donc pendant longtemps, on leur a dit ah non, mais tu vas prendre ce personnage, je vais faire ça. Personne ne comprendra rien, ça va s'arrêter. Et on dit dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu admettre que le spectateur est capable d'attendre. Voilà. Attendre un petit moment. Et même d'avoir une conception sur le long terme. Tout à fait. Et pas juste de le vivre dans le now, mais de comprendre qu'une série a un passé, Tout à fait. une évolution. Tout à fait. Dire, peut-être, j'ai pensé à Sanders, il est décédé. Ouais. Quand il revient chez lui, il trouve un rapport entre sa mère, tout début, avant la route qui part, et qu'il revient pendant Jacques Jacques. Et c'est un peu pour faire la différence entre le temps qu'il a passé dans les autres mondes. Ah oui, En fait, il y a aussi un rapport avec Fringe. Avec Olivia qui remplace Olivia. Les gens commencent à comprendre comment tu as changé en quelques temps. Non, je ne suis pas pareil, j'agis pareil depuis le début. C'est pour ça que plus facilement, j'ai fait un mois avec ses coéquipiers. Et en fait, ça, c'est un peu un prétexte qui a pas à voir. Et on en revient au motif de la trace, parce qu'à partir du moment où Olivia et Folivia échangent leur place, elles ne sont jamais plus uniquement Folivia et uniquement Olivia. Elles sont un mélange hybride des deux. Surtout Folivia. Et ce truc qui est poussé vraiment Estelle Gino dans The House, avec l'idée que la personnalité ultime de Echo est bien plus grande, bien plus passionnante, bien plus riche que celle initiale de Caroline. C'est ça. C'est un palimpseste. De toutes les tentatives qu'ils ont eu de faire cette personnalité, en fait, elles finissent par recouvrir l'ensemble de ces personnalités. Il y a une espèce de nouveau type d'humain, mais qui n'est pas du tout, qui s'oppose au nouveau type d'humain qu'on appelle le transhumaniste. C'est en fait la continuité de leur identité à travers des corps multiples dont ils pourraient user comme des véhicules. Grosso modo, avec l'idée que tu as une identité, c'est ton cerveau, je ne sais pas trop, c'est ta tête, et tu la fous dans des machines. Elle, au contraire, son unité n'est que son enveloppe physique, mais dans lequel elle peut récupérer toutes les identités qu'elle a pu traverser, et donc qui en fait cette espèce de personnage devenu surpuissant de tout ce qu'elle a subi, de tout ce dont elle a pâti. Mais c'est pas un truc de la Bible, ça, I contain multitudes. Non, c'est pas. Alors je ne sais pas, mais j'ai tendance presque à penser que c'est une espèce d'image proto-nietzschéenne du surhomme, en fait, qui est en fait une sorte de multiplicité intégrale, qui a peut-être pas une identité, mais qui a comme une espèce de batterie, de genre,
constituer toute l'humanité en termes de constituer une multiplicité d'humanité, à la fois comme une sorte d'identité, une explosion comme ça, une sorte d'étoile dans le monde. Mais c'est assez mystérieux, c'est une idée très forte que dans la ressent, très inattendue par rapport à ce qui pourrait être justement des idées très à l'ancienne, de rechercher son identité, d'enlever, de retrouver toi-même. Et au bout d'un moment, elle a la possibilité et elle dit j'ai rien à foutre de Caroline, c'est m'a pris dans cette merde, en signant le pacte, etc. Donc elle se dissocie complètement de l'ancienne elle, et Echo, c'est toute la somme de toutes ces expériences-là, et beaucoup plus. Et ça, c'est assez fabuleux. Et ça tire parti de toutes ces expériences dans la narration. Tu parles pour du caractère. Overhaul, la substitution, le ravalement de façade. Le caractère overhaul et de toutes ces variations. Mais d'ailleurs, dans Dollhouse, avant même qu'elle rejette son identité de Caroline, pour le spectateur ou la spectatrice, le statut des flashbacks où on voit Caroline, on a une impression d'étrangeté, c'est-à-dire pour nous, on ne s'identifie pas du tout. Pour nous, on a plus l'impression que c'est une fausse identité, justement, que Echo, on suit son parcours, etc. Donc les processus narratifs eux-mêmes font que, en fait, déjà, on ne va pas avec cette identité-là, en fait, avant même que ça se passe concrètement, quoi, donc c'est vraiment, en plus c'est très radical dans le rapport au spectateur de Dollhouse, donc pour ça c'est vraiment très intéressant. Ouais. Je suis d'accord, le spectateur a plus une impression d'étrangeté et de malaise quand on voit Caroline. On a presque envie de pas y rester trop longtemps. Exactement. Alors qu'entre-temps, elle fait plein de personnages qui sont différents, on la reconnaît à chaque fois. Oui. C'est extrêmement bizarre. C'est ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. La dernière question. Est-ce que, par rapport avec le supernatural, est-ce que les anges, quand ils récupèrent le corps, est-ce que ça pourrait être ça aussi? C'est toujours l'inverse. Ah bah oui. Ça, c'est un peu dans le secteur, quand Michael... Il y a plein de cas, effectivement, dans Supernatural, et dans tous les sens, en fait. Enfin, tu peux l'interpréter de plein de façons. Ouais. Et c'est souvent le cas inverse, c'est la même identité, mais là, pour le coup, des images différentes. Et j'en parlais d'ailleurs dans l'article, c'est-à-dire que Lucifer, il y a un moment où il faut revenir à Marc Pellegrino, qui incarne Jacob, parce que personne ne peut mieux incarner Lucifer dans Supernatural que lui. Alors qu'il y a cette saison 12, 13, où on passe par plein d'incarnations différentes. Oui. C'est encore une sous-figure spécifique de ça. Surtout Supernatural. Ça, c'est un autre colloque. Ah bah oui. Justement, en guise de teaser d'un autre colloque, Sarah nous proposait éventuellement d'écouter. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Si on a encore un peu d'énergie, moi j'en ai encore plein. Ah bah bien sûr, on va l'écouter, ouais. Mais je vais faire le plus court possible. Mais en fait, Claire et moi, on organise en février